Bonsoir à tous. Alors merci de nous avoir rejoints ce soir pour un sujet passionnant, on peut le dire. Un sujet passionnant. Et donc j'introduis immédiatement la personne qui nous en parlera ce soir, en la personne de Thomas Couvreur, qui est donc chercheur et botaniste à l'IRD, donc l'Institut pour la recherche et le développement. Donc Thomas travaille sur la diversité des forêts tropicales humides et également leur évolution, et puis il étudie toutes les espèces qu'on y trouve. Bonsoir. Donc on est très heureux de le recevoir parce que Thomas, il me disait à l'instant, un passif avec ses forêts. Donc ça va être une session passionnante, et puis surtout, c'est pas simplement un chercheur dans un laboratoire, c'est surtout un explorateur. Puisque ces forêts sont des puits extrêmement riches en espèces, en biodiversité, en espèces d'ailleurs certaines sont encore méconnues. Et puis évidemment, ces forêts tropicales sont aussi des régulateurs importants du climat. Voilà. Donc on est très heureux de le recevoir aujourd'hui. Et avant de le laisser démarrer, je fais une petite promotion pour la Fondation. Donc ce vendredi-là, à la Maison d'étudiants, en partenariat avec l'UGA, on fait une représentation, donc on sort de représentation, c'est notre première, d'un spectacle sur la santé unique qui s'appelle Écosphère, et où on marie un concert-spectacle, donc un batteur et poète Milo Batti, avec une chercheuse en écotoxicologie. Voilà, et on espère que vous viendrez nombreux. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site de la Fondation et vous verrez, ça dure 45 minutes et c'est vraiment un très beau spectacle et ça vous emmène vers la santé unique et ce qu'est l'harmonie entre toutes choses. Voilà. Voilà, donc vous l'avez ici avec l'affiche. Je laisse le QR code à 19h30 vendredi soir. J'espère que vous nous rejoindrez nombreux. Enfin, dépêchez-vous parce qu'il ne reste pas tant de place que ça quand même. Voilà, et je vous laisse avec plaisir. Je remercie encore une fois Thomas d'être avec nous ce soir. Et je vous laisse avec les forêts. Bonsoir, merci beaucoup à tous d'être venus. Je voudrais juste commencer par une petite dédicace. Dédié pour un professeur à moi qui s'appelait Francis Allais, qui est un grand défenseur des forêts tropicales du monde. Peut-être que d'entre vous, vous le connaissez, il a écrit de nombreux ouvrages. Et lui, il est malheureusement décédé le 31 décembre. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de mettre des photos de lui dans cette présentation-là, mais je voudrais lui dédier ça parce que c'était mon professeur et c'est un peu grâce à lui que je suis tombé amoureux des forêts tropicales humides, donc c'est ma grande passion. Il y a une jolie photo de forêt tropicale humide, alors vous pouvez peut-être vous l'imaginer. C'est ma grande passion, j'ai connu les forêts quand j'étais ado, j'habitais en Équateur et j'ai réussi à ce moment-là à visiter les forêts tropicales humides. On entend beaucoup parler des forêts tropicales humides en ce moment et le but un peu de ma présentation c'était d'expliquer pourquoi c'est important et pourquoi tout le monde doit être préoccupé par leur avenir et à rajouter à cela que c'est une question urgente. On ne peut pas décaler ça dans les décennies qui viennent. Francis disait que justement, quand moi j'étais étudiant, il disait que dans 10 ans, donc c'était il y a 20 ans, il n'y aurait plus de forêts tropicales humides primaires. Bon, il y en a encore, mais elles sont de plus en plus rares et ça c'est vraiment quelque chose d'assez dramatique. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous montrer que c'est vraiment quelque chose d'important et qu'on est tous concernés, non seulement les personnes qui vivent dans les forêts tropicales humides, qui vivent avec les forêts tropicales humides, mais aussi vous qui êtes assis ici, on est tous impactés par ces changements. Moi, je m'appelle Thomas Couvreur, je suis botaniste, donc moi je m'intéresse à l'étude des plantes, et via l'étude des plantes, je m'intéresse aux forêts tropicales humides, étant l'endroit où ces plantes, bien sûr, vivent. Je m'intéresse à deux grandes familles de plantes tropicales humides. La première est la famille des palmiers, que certainement vous connaissez tous. Les palmiers, c'est vraiment l'emblème des forêts tropicales humides. C'est très rare de voir une photo de forêt tropicale humide sans un palmier dedans. Même si, dans la perception en général, on pense aux palmiers au milieu du désert. Ça, c'est juste l'exception. Dans les oasis, c'est vraiment des espèces de façon exceptionnelle. La plupart des espèces vivent dans les forêts tropicales humides, poussent dans les forêts tropicales humides. L'autre grande famille qui m'intéresse, ça s'appelle la famille des corosoliers. Donc ça, c'est une famille beaucoup moins connue, notamment dans les pays du Nord. C'est une grande famille de plantes tropicales, encore très diverses, dans les forêts tropicales humides, et qui donne un fruit, un grand fruit qui s'appelle le corosolier,
qui est très sucré et très apprécié, mais qui malheureusement est beaucoup plus dur à exporter. Et donc on le retrouve très rarement sur les marchés ici en Europe. Et généralement, c'est là où j'explique aux gens que dans une forêt tropicale humide, on peut vraiment s'attendre à l'inattendu. C'est vraiment un endroit où tout existe. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont certainement vu Avatar. Avatar, pour moi, c'était un avatar de ce que c'est la forêt, mais beaucoup de choses qu'il y a dans Avatar, c'est des choses qui peuvent exister, la bioluminescence, les forêts très diverses, cette interaction entre les animaux, entre les plantes. C'est des choses qui existent. Et donc moi, j'ai toujours été un peu frustré avec Avatar quand je voyais des gens sortir tout émerveillés et je leur disais, vous n'avez pas vraiment besoin d'aller voir Avatar en 3D, vous pouvez aller dans les forêts, vous pouvez explorer les forêts tropicales humides, vous allez voir des choses similaires. Alors bien sûr, c'est pas aussi rocambolesque que dans le film, mais c'est des choses qui existent. Et c'est vraiment un endroit où il y a énormément de diversité et d'interaction. Dans les forêts tropicales humides, on peut s'attendre vraiment à l'inattendu. C'est vraiment des endroits spectaculaires. Et donc en fait, quand on arrive dans une forêt, ici on est dans la forêt de Ebo qui est au Cameroun, et vous avez mon collègue spécialiste des orchidées en bas là, qui vous montre un petit peu la taille de ces forêts. Et encore, je n'avais pas un zoom assez puissant pour inclure toute la forêt. On se sent vraiment petit et on est vraiment assez impressionné par ce qu'on voit, parce que ce n'est pas seulement un arbre, une espèce d'arbre, mais c'est vraiment plein d'espèces d'arbres. Et tout le monde se bat là-dedans pour essayer de survivre et de grandir, et on verra ça. Il y a une grande diversité tropicale, et cette diversité, elle est vraiment incroyable. Là, c'est juste quelques photos de fleurs, qui sont généralement les choses qu'on voit assez régulièrement. Mais en fait, la couleur qui domine vraiment dans les forêts, c'est le vert. C'est assez rare de trouver quelque chose en fleurs. Il faut vraiment chercher. Je vous montrerai quelques exemples de comment on y arrive. Et donc aussi, il y a les animaux qui sont aussi incroyables. Mais je ne m'attarderai pas sur eux. Mais malheureusement, malgré cette diversité, cette importance, c'est un des écosystèmes les plus menacés du monde. Et la menace la plus importante pour l'instant, c'est la déforestation. Il y a aussi les changements climatiques. Malheureusement, on vit un peu une montagne russe avec les forêts. Il y a un an, on va nous dire « Ah, c'est bon, la déforestation, on l'a diminué. » L'année d'après, c'est la catastrophe. Cette année, on est encore en train de nous dire que ça va un peu mieux. En tout cas, l'année dernière, plus l'année dernière, en 2024, on a battu un record absolu en termes de déforestation. Pas toujours au même endroit et pas toujours pour les mêmes causes, mais ne serait-ce qu'on a quand même perdu énormément de forêts tropicales humides, plus 80% par rapport à l'année 2023. Donc ça montre vraiment que c'est vraiment des écosystèmes qui sont extrêmement menacés. Aujourd'hui, ce que j'aurais voulu faire, c'était de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'une forêt tropicale humide, comment est-ce qu'on la définit. Je vous emmènerai avec moi dans une forêt, puis on regardera un peu différents types de structures. Ensuite, on va parler de comment est-ce qu'on les étudie. Alors, on les étudie de manière extrêmement différente, de l'espace jusque dans la forêt, ce qu'on dit en anglais « boots on the ground », les bottes dans la terre. Mais moi, je vais vous donner l'aspect que moi j'utilise en tant que botaniste, comment est-ce qu'un botaniste comme moi, on étudie les forêts. Ensuite, on va s'attaquer un petit peu au corps de la question, c'est pourquoi est-ce que c'est important de les préserver, pourquoi est-ce qu'on voit tellement de discussions autour de ces forêts. Et après, j'aimerais vous emmener dans l'ouest équatorien, donc en Amérique du Sud, pour vous montrer un exemple pratique de conservation de la forêt. Et je vais vous parler d'une petite histoire qui a tout ce qu'il faut. Il y a des héros et il y a beaucoup de choses dans cette histoire qui sont assez intéressantes. Donc les forêts tropicales humides, je pense que dans l'imaginaire des gens, c'est quelque chose d'assez simple. Mais comme toujours en biologie, rien n'est noir ou blanc. C'est toujours un petit peu dur de définir, et les frontières entre qu'est-ce qu'une forêt tropicale humide et qu'est-ce qu'une forêt sèche, par exemple, ou une forêt tempérée, sont toujours un peu floues. Mais il y a un certain nombre de définitions qui peuvent nous aider. Tout d'abord, il s'agit d'une forêt où la canopée, elle est dense et elle est fermée, cette canopée, et elle est dominée aussi par des plantes à fleurs. Donc dans les forêts tropicales humides, les plantes à fleurs, c'est dominé par des plantes à fleurs, c'est-à-dire les plantes qui vont faire des fleurs, c'est-à-dire pas des conifères, par exemple, ou des fougères. Ça, c'est une caractéristique extrêmement importante, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Il y a des forêts tropicales humides, on verra un peu après, qui ont existé, qui n'avaient pas cette caractéristique. Mais en tout cas, maintenant, à l'inverse, par exemple, des forêts boréotropicales qui sont dominées, par exemple, par les conifères, les forêts tropicales humides sont dominées par les plantes à fleurs. Bien sûr,
une autre partie de la définition, c'est qu'elles existent là où il fait chaud et humide et où il n'y a pas de saison de gel. Donc ça, c'est très important. Même s'il peut faire un peu frais dans les forêts, il peut faire jusqu'à 10-15 degrés, notamment durant la nuit. Moi, il m'est arrivé d'avoir extrêmement froid la nuit parce que je pensais que j'étais en forêt, donc je suis allé avec un t-shirt. Mais en fait, maintenant, j'ai appris qu'il faut toujours avoir un petit pull et un bon sac de couchage parce que la nuit, il peut faire frais. Une autre caractéristique, c'est que c'est des écosystèmes qui abritent plus de 70 à 80% de la biodiversité, c'est-à-dire tous les animaux et les plantes qui existent sur Terre. Et cette biodiversité, elle est concentrée que sur 10%. Alors les 10%, là, ça diminue. Il y en a qui disent maintenant 7% de la surface terrestre. Elle abrite plus ou moins 50% de toutes les espèces de plantes aussi connues dans le monde. Donc malgré la petite surface, elle est extrêmement biodiverse. Un exemple assez frappant, c'est quand on compare les nombres d'espèces d'arbres qui ont été recensées sur le territoire français, juste métropolitain. Il y a plus ou moins 500 000 km². La France, elle fait plus ou moins 500 000 km². Ça représente plus ou moins 41 millions de terrains de foot. Alors c'est toujours intéressant de faire le parallèle et vous allez voir pourquoi. Ici, ensuite, vous avez une image de la forêt tropicale de Yasuni en Équateur, dans l'Amazonie équatorienne, qui est une des forêts tropicales humides les plus diverses du monde. Et sur 0,1 km², c'est-à-dire 1,4 terrain de foot, elle abrite 307 espèces d'arbres, alors qu'en France, on en a que 136. Donc ça donne un peu la mesure de l'importance. On n'exagère pas quand on dit que les forêts tropicales humides, c'est des vrais trésors de biodiversité. Et ça, c'est que les arbres. Quand on rajoute les plantes et tout ça, il y en a bien sûr beaucoup plus. Et encore, ça, c'est les arbres et les espèces qu'on connaît, sans compter tout ce qu'on ne connaît pas dans cette forêt-là. Alors, un point important que je pense en tout cas moi, qui m'a toujours fasciné, c'est que les forêts tropicales humides ont existé depuis des millions et des millions d'années. D'accord, il y a certains écosystèmes qui sont apparus, par exemple, durant la dernière ère glaciaire. Donc, avec la glaciation du Nord, ces écosystèmes ont disparu, notamment au nord de la France. Par contre, les forêts tropicales humides ont toujours existé, on a toujours eu des traces d'elles dès que les plantes ont évolué l'habitat d'arbres. Donc l'arbre a évolué un petit peu il y a 360 millions d'années, et depuis, quelque chose qui ressemblait à une forêt. Donc là, vous avez des images d'artistes, des interprétations d'artistes. Et comme je disais, les forêts d'avant, en fait, elles étaient bourrées de fougères, de lycopodes, de cycades et autres. Et après, il y a eu une transition graduelle, il y a environ 100 millions d'années, vers une domination de plantes à fleurs. Donc rien que pour ça, c'est vraiment, on va dire, c'est la grand-mère des écosystèmes tropicaux terrestres qui est là depuis des millions d'années. Donc rien que ça demande aussi beaucoup, beaucoup de respect. Il y a eu une transition de la forêt qui était dominée par des fougères, comme je disais, ou des plantes non à fleurs, à des plantes à fleurs, qui s'est passé environ 100 millions d'années. Ça fait partie un peu de mes questions de recherche. J'essaye de comprendre quand cette transition a eu lieu et sous quel climat. Pour ça, on peut utiliser des données fossiles, mais on peut aussi utiliser les données ADN. On peut séquencer l'ADN des espèces et remonter dans le temps. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'était juste pour vous introduire un petit peu le côté plus scientifique. Et malgré qu'on a des dates assez précises, on n'est toujours pas sûr si c'était il y a 100 millions d'années ou 60 millions d'années. Et ça crée toujours beaucoup de débats assez vifs avec mes collègues. Là, je vous représente rapidement un peu l'étendue dans le passé des forêts tropicales ici en gris foncé. Ça, c'était il y a 50 millions d'années. Donc, on est à 10 millions d'années plus ou moins après l'extinction des dinosaures. À ce moment-là, les plantes à fleurs sont en train de diversifier à un maximum. Une hypothèse, c'est qu'elles diversifient très rapidement parce que justement, il y avait des climats chauds et humides un peu partout. Et on voit qu'il y a que les forêts tropicales humides vont être relativement bien distribuées. Il y a un site fossile à Londres qui documente, une forêt tropicale humide avec des palmiers et autres plantes, comme pas des orchidées, mais avec d'autres plantes tropicales de l'époque, par exemple des lauracées ou des magnoliales, et des annonacées, du coup, la famille que j'étudie. Ensuite, cette forêt, donc, elle va fluctuer avec les changements climatiques.
Il y a 30 millions d'années, il y a eu un grand changement. On a commencé à avoir la glaciation dans les pôles, donc la glace en Antarctique et en Arctique a commencé. Et là, la forêt, elle n'aime pas trop ça, donc elle s'est rétrécie. Mais elle a toujours persisté sous une étendue relativement importante, mais elle s'est rétrécie vers l'équateur. Ensuite, à 15 millions d'années, il y a eu un petit regain climatique. Il a fait un petit peu plus chaud, humide. Les forêts se sont de nouveau étendues. Et c'est la dernière fois qu'elles vont s'étendre hors des tropiques. Et après, elles sont revenues dans leur distribution que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un concept important que de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé hier, mais c'est vraiment quelque chose qui est le résultat d'une très longue évolution, notamment entre les espèces, les interactions, mais aussi avec le climat. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est de plonger un peu dans cette forêt. Donc on va y aller d'abord avec des photos, puis après je vais vous montrer une petite vidéo. Là, je suis dans un arbre en Amazonie, donc ça c'est un peu l'Amazonie. Vous voyez, c'est une grande étendue verte. Ça a l'air assez homogène, mais en fait c'est extrêmement hétérogène. Et donc si on regarde vers le bas, voilà, je suis dans un grand ceiba qui fait plusieurs mètres, dizaines de mètres de haut, et vous avez en bas tout un écosystème aussi. Si on se met à vue d'œil dans la forêt, donc là je suis sur un petit passage, un petit sentier dans la forêt, et ben en fait on va voir que la forêt tropicale humide, elle est ce qu'on appelle stratifiée. Donc en fait on a des petites herbacées, donc ça c'est des plantes qui ont réussi à s'habituer à être dans l'ombre la plupart du temps, et donc elles ont une croissance lente et elles sont assez petites. Et après on a une strate qu'on appelle le sous-bois, donc là vous avez des plantes qui sont de taille intermédiaire entre 2-3 mètres à 15 mètres. Après, si on remonte un petit peu, on a ce qu'on appelle la canopée. Donc la canopée, c'est la limite de la plupart des arbres. Et c'est un endroit qui est extrêmement intéressant à étudier. Malgré le fait que ces canopées sont qu'à 30, 40, voire 50 mètres de haut, ça reste quand même une frontière de connaissances pour les botanistes et les zoologues. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à y accéder. Donc c'est très frustrant quand on est en forêt. On regarde à 30 mètres de haut, on a du mal à aller chercher ou à aller visiter cette strate-là. Pourtant, on arrive à envoyer des fusées à Mars et on arrive à explorer la Lune sans problème. Bon, c'est pas sans problème, mais les gens ont l'air plus fascinés que ça. Francis Allais était un des grands pionniers qui avait inventé justement ce qu'on appelle le radeau des cimes, donc une espèce de radeau qu'il avait réussi avec une montgolfière à poser sur la canopée et qui avait fait pas mal de découvertes à l'époque. Mais malheureusement, c'était quelque chose qui était assez compliqué à mettre en œuvre. Et donc, cette canopée reste de nouveau assez compliquée à étudier. Et après, on a ce qu'on appelle des émergents. Donc ça, c'est des arbres qui vont un peu tricher, qui vont grandir un petit peu plus que la moyenne et qui vont profiter un peu de cet accès au soleil et qui restent aussi, bien sûr, des endroits qu'on connaît encore très mal parce que monter jusqu'à là, c'est assez compliqué. Donc voilà, la structure de la forêt, ça c'est une autre définition importante, c'est que c'est une structure complexe avec plusieurs strates. Alors je note aussi que la limite entre les strates, il y a aussi des grands débats avec les scientifiques, c'est stratifié, non, c'est pas stratifié. Comme je vous ai dit, en biologie, c'est pas noir et blanc, c'est un petit peu gris. Mais en tout cas, on peut s'accorder qu'il y a ces différents types de strates, et ça c'est une des caractéristiques importantes des forêts tropicales humides. Alors les autres choses qui attirent un peu l'attention quand on est en forêt humide, c'est les lianes, bien sûr. Beaucoup de gens assimilent les forêts avec les lianes. C'est une stratégie de vie extrêmement importante dans les forêts. Ça représente de temps en temps près de 50% de la superficie qu'il peut y avoir dans une forêt, si on les met bout à bout avec les arbres. Ça fait des structures vraiment très très jolies, comme cette liane-là, qui tourne sur elle-même. C'est des structures qui peuvent être aussi très vieilles. Donc voilà, si on regarde un petit peu ici dans un cliché d'une forêt que j'ai pris à Madagascar, tout de suite, vous allez remarquer les lianes, c'est toujours omniprésent avec les différentes autres strates qu'on peut voir dans cette photo. Notre aspect de la forêt, c'est ce qu'on appelle les plantes épiphytes. Donc les plantes épiphytes, c'est des plantes qui vont pousser sur d'autres plantes. Et ici, donc, vous voyez une branche dans un arbre émergent et elle est bourrée d'épiphytes avec plein d'espèces différentes. Encore une fois, l'étude des épiphytes est assez dure parce qu'il faut monter dans la canopée, il faut avoir accès à ces branches-là. Donc ça reste encore très dur à explorer avec beaucoup d'espèces inconnues et encore à découvrir. Une grande famille de plantes épiphytes, c'est des orchidées qui poussent généralement en hauteur. Et le seul moyen de les voir, c'est quand une branche casse et tombe par terre. Et à ce moment-là, on peut récupérer
la plante. J'ai des collègues qui étudient ce genre de plantes-là, et eux, c'est des grimpeurs spécialisés parce qu'ils doivent apprendre des techniques de grimpe pour monter dans les arbres, ce que moi, je ne fais pas. Parce que ma femme me l'a interdit. Et tu fais déjà des choses assez dangereuses, alors tu vas pas commencer à grimper des arbres. Donc le canopé, pour moi, c'est off-limits. L'autre aspect important des forêts, et quand on se balade en forêt tropicale humide, vous allez voir ce genre de structure-là. C'est ce qu'on appelle des racines échasses. On ne voit pas trop ça ici, on ne voit pas du tout dans les pays du Nord. On a généralement justement un système racinaire assez peu visible. Dans les forêts, les arbres ont tendance à faire ces structures-là. Pourquoi ? Parce que ça leur permet d'avoir plus de stabilité. On est dans les tropiques, il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de vent. Donc si je suis un grand arbre, il va falloir que j'ai des systèmes de stabilisation, mais surtout parce que le sol en forêt tropicale humide est très peu profond. Donc les racines n'ont pas forcément la possibilité de s'ancrer très très bas. Et ça, c'est parce qu'il pleut beaucoup et donc le sol est très lessivé. Ici, vous avez un palmier qu'on appelle le palmier marcheur. Et en fait, il marche pas vraiment, mais en fait, quand les racines échasses se cassent, l'arbre a tendance un petit peu à bouger. Alors c'est très 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 lent, hein, ça doit être 1 cm pour toute sa vie, mais en tout cas c'est comme ça qu'on le caractérise. Ici vous avez d'autres types de racines échasses, elles peuvent être assez grandes et assez impressionnantes. Donc là vous avez mon collègue spécialiste des orchidées qui montre un petit peu la taille de ces racines échasses, on peut passer en dessous. Et après aussi vous avez des pandanus aussi qui ont des racines échasses, notamment dans des endroits où il pleut, où il y a des rivières, où c'est un petit peu marécageux. L'autre façon de stabiliser, c'est le contrefort. Donc là, à l'inverse, on ne fait pas des racines échasses, mais on va créer des espèces de plaques en bois qui vont être collées le long de l'arbre et qui vont augmenter la surface la superficie de stabilisation de la plante, de l'arbre, pardon. Et donc c'est aussi des structures extrêmement impressionnantes. Les touristes ont généralement tendance à prendre des photos, ils se mettent à l'aisselle là des contreforts. Et les populations indigènes en Amazonie et en Afrique et en Asie, ils utilisent ça comme des moyens de communication. Si on tape très fort avec un bâton, ça fait un bruit comme un grand tambour. Et donc on arrive à entendre à plusieurs kilomètres. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails des différents types de forêts, mais il y a plusieurs types de forêts. Il y a les forêts primaires, il y a les forêts secondaires. Il y a aussi les forêts qu'on appelle de terre ferme, terre affirmée. Ça, c'est des forêts qui poussent où il n'y a jamais d'inondation. Donc, il n'y a jamais d'eau qui va rester stagnante. À l'inverse, par exemple, des forêts inondées où une partie de l'année, ou toute l'année, les plantes vont avoir, ou les arbres vont avoir les pieds dans l'eau. C'est des types de forêts très différentes de par leur adaptation et de par le fait qu'ils ont les pieds dans l'eau ou pas. Les forêts de terre ferme sont généralement les forêts les plus diverses, parce que c'est là où c'est le plus stable et où les plantes ont la capacité à pousser et à se mélanger en grande quantité. Et après, on a les fameux forêts de nuages. Donc ça, c'est des forêts qui poussent plus en altitude, plus ou moins vers 1000 mètres. Après, ça dépend où on est vis-à-vis de l'équateur. De temps en temps, c'est plus bas, de temps en temps, c'est plus haut. Mais c'est des forêts qui sont un petit peu plus basses, qui sont bourrées d'épiphytes. Donc, comme il y a toujours de l'eau partout, là, c'est des forêts où il y a une couverture nuageuse la plupart du temps. Eh ben, l'eau, elle est assez présente. Et donc, même si je suis un épiphyte, j'arrive à vivre normalement. Donc ici, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que nous, on fait les botanistes. Et principalement, ce qu'on fait quand on va en forêt tropicale humide, eh ben, on va faire du terrain et beaucoup de terrain. Et donc là, j'ai une petite vidéo. Alors, je croise les doigts pour que ça marche. OK, parfait. Alors, pour accéder aux forêts tropicales humides, on peut y aller en voiture. Donc là, vous voyez, on est au Cameroun. Mais la plupart du temps, les routes dans les forêts tropicales humides ne sont pas bien maintenues. Il pleut beaucoup, c'est très dur à maintenir. Et donc, on arrive, on s'embourbe. Donc la voiture, elle reste coincée. C'est vraiment pas du tout la chose la plus pratique quand on explore. Bon, en tout cas, on prend la voiture autant qu'on peut. Et une fois qu'on ne peut plus prendre la voiture, on s'arrête et on marche. Donc nos jambes sont vraiment les outils de travail les plus importants. Là, vous avez mon étudiant en thèse, enfin ex-étudiant en thèse, Narcisse, qui traverse. Donc, pour aller dans les endroits les plus reculés, il faut marcher. Il faut embaucher des porteurs qui font généralement partie des populations locales, qui portent des quantités incroyables sur le dos. Bien sûr, on les rémunère pour cette activité-là. Après, on peut aussi avoir accès à des mules. De temps en temps, on a vraiment trop de matériel, donc on a besoin d'autres moyens de transport. Dans certaines régions, les communautés sont tellement reculées où on va qu'on peut y accéder que par avion. Ici, par exemple, on est en train d'aller visiter des communautés Achuar en Équateur.
Et après, bien sûr, il y a la rivière, qui est dans certaines régions extrêmement importante, parce que c'est des autoroutes dans les forêts naturelles, mais ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Et ici, notre guide, elle nous aide vraiment à naviguer. Mais une fois qu'on est dans des endroits, on a accès à vraiment des endroits assez spectaculaires et assez reculés où très peu de gens vont. Une fois qu'on arrive à notre point de destination, on marche. Alors vous voyez là, on a des sacs Ikea qui sont extrêmement utiles, très robustes, pas chers, et on peut mettre tous nos matériels dedans. Et donc on doit marcher. Et pendant qu'on marche, en fait, on va regarder. Donc comme je vous ai dit, on ne voit pas vraiment les fleurs, c'est pas quelque chose qui nous saute aux yeux, on n'est pas dans un jardin botanique. Et donc on doit chercher, on doit regarder, on doit sentir. L'odorat est un outil extrêmement important. Et on va passer beaucoup de temps à chercher. Une fois qu'on a trouvé quelque chose, là, il faut que j'explique à mon collègue où est la fleur. Donc là, c'est encore quand on voit un mur de verre, il faut que je lui explique, en fait, c'est là, avec les jumelles, c'est pas évident. Après, on va utiliser des perches pour aller chercher. Donc comme je vous ai dit, les canopées qui sont à 30 mètres, c'est assez inaccessible, mais tout ce qui est à plus ou moins à 10 mètres, on peut y arriver. Si on veut accéder à la canopée, là, on doit dépendre de gens comme lui, Washington par exemple, qui est un grimpeur professionnel local, donc il est équatorien. Et lui, il va monter avec ce qu'on appelle des monospikes qui vont grimper cet arbre. Donc il est tout couvert parce que quand on monte, il y a plein de bêtes là-dedans. Il y a des araignées, il y a des fourmis surtout, des termites, et en particulier des abeilles. Une fois qu'il est bien, il va stabiliser, puis là, il va réutiliser la perche pour aller chercher l'arbre. Donc là, on est en train d'essayer de choper cette petite branche. Et voilà, donc là, il l'a coupée et cette branche, elle va tomber en bas. Et là, nous, les botanistes, on est là tout contents. On récupère les plantes, on les photographie, on les documente, on écrit à quoi les fleurs ressemblent, on dit où on est. Et on les met dans notre petit sac Ikea. Et on fait ça toute la journée, en gros, de 6h du matin à 4h de l'après-midi. On profite vraiment de la lumière de la journée. Et après, on rentre. Et quand on rentre à la base, on a les différentes collectes du jour. Donc là, ça a été une journée pour moi, en tout cas, assez bonne. J'ai collecté plein de spécimens. Malgré une journée fatigante, le travail n'est pas terminé. Là commence le pressage. Donc ça, c'est une méthode extrêmement de haute de pointe. Comme vous voyez, non, je rigole, c'est pas de pointe, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années et des centaines d'années même. Une fois qu'on a fait notre pressage, on les met dans l'alcool pour les conserver parce que ça pourrit très vite. Après, on ramène tout ça donc à l'herbier où on travaille. Donc ici, on est à Quito, à l'herbier de la Pontificia Universidad Católica de Quito, et on va préparer la presse. Donc là, le but du jeu, c'est de presser les plantes pour que ça soit tout dans un même plan. Donc c'est le pressage des spécimens. Et après, on va vraiment appuyer là-dessus pour que ça soit bien plat. Et après, on va sécher ça. On va sécher ça pendant, ça dépend de quel type de matériel, entre 2, 3, 4 jours, voilà, dans des fours spéciaux, pour déshydrater la plante. Une fois que la plante elle est déshydratée, donc là, ma collègue Andrea, elle est en train de sortir après quelques jours, et elle va regarder si c'est sec, donc elle va toucher un petit peu la plante. Si ça craque, c'est que c'est bon. Donc voilà à quoi ressemble la plante maintenant toute séchée. Et comme ça, elle peut se conserver à vie, à éternité, si l'herbier est en bonne situation. La dernière phase, c'est le montage. Donc là, Andrea, elle est en train de monter ça sur une planche d'herbier. Donc là, on va constituer une planche d'herbier. Toutes les petites choses, les fleurs séchées. Donc là, les fleurs, bien évidemment, elles sont plus aussi jolies. On les met dans une pochette. Et on a une étiquette. L'étiquette qui va dire exactement où on a collecté et toutes les choses qu'on ne peut pas voir en regardant le spécimen. Ça, c'est notre outil de travail en tant que botaniste. C'est un outil extrêmement important. Et c'est rangé dans ce qu'on appelle un herbier. Donc un herbier, c'est simplement un musée de plantes qui nous permet à nous, en fait, de regarder les plantes et de pouvoir les identifier. Là, c'est reparti. Non, voilà. Donc ça, on l'a fait. Voilà. Donc les herbiers, c'est l'outil de travail principal des botanistes. Les herbiers, juste pour la petite parenthèse, c'est notre outil de travail, mais qui reste malheureusement mal financé par le gouvernement, par les instituts, parce qu'ils voient ça comme quelque chose d'assez vieux. Bien sûr, il n'y a pas de compétition entre nous et le James Webb Telescope, qui vaut des milliards et qui nous apporte des merveilles de la planète. Alors, bien sûr, les politiciens, quand ils voient des herbiers comme ça, ils sont un petit peu déçus et généralement, le financement diminue, notamment dans les pays du Nord, mais aussi principalement dans les pays du Sud. Et donc, quand on sait que ça, c'est vraiment les outils de travail du botaniste et qui est à la base même de tout ce qu'on connaît sur la biodiversité végétale,
que ce soit les études appliquées ou fondamentaux, c'est assez grave. Les herbiers sont utilisés donc pour la recherche, mais surtout pour l'enseignement aussi, où on arrive à montrer les caractères des différentes espèces de plantes, des grandes familles de plantes, aux étudiants qui viennent et qui prennent note. C'est comme ça que moi j'ai appris en partie la botanique aussi. Alors là, je vais peut-être passer à une partie aussi très importante. Après vous avoir expliqué un petit peu comment on les étudie et comment est-ce qu'on peut les définir. C'est pourquoi elles sont si importantes et pourquoi est-ce qu'on doit continuer à les protéger. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un trésor de biodiversité. Et là, ce que vous voyez, c'est principalement du verre. Alors qu'est-ce que le verre ? Le verre, en fait, c'est de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est à la base du processus de la photosynthèse. Donc là, on revient un petit peu durant les cours que vous avez peut-être eu au collège. Le processus de photosynthèse, en fait, de façon très simple, elle absorbe le CO2 et elle va produire de l'oxygène et sous la façon de photosynthèse. Et elle va aussi faire du sucre. Donc ça, c'est un petit peu la base de tout ce que nous, on mange, et c'est ce que font les plantes très bien. Et en fait, les forêts tropicales humides, c'est vraiment des centrales nucléaires de la photosynthèse. Ici, vous avez plus ou moins, au plus c'est rouge, au plus il y a de photosynthèse. Donc on voit, ça regroupe presque parfaitement les forêts tropicales humides. C'est normal parce que c'est là où on a énormément d'arbres. Et les forêts tropicales humides représentent plus ou moins un tiers de la photosynthèse mondiale à la surface terrestre. On ne parle pas trop de l'océan là, mais de la surface terrestre. Alors je vais juste commencer par un cliché. On dit toujours que les forêts tropicales humides, c'est les poumons de la Terre, donc il faut les protéger. Là, vous avez un petit tweet d'Emmanuel Macron lorsqu'il était en déplacement au Gabon, il me semble. Et donc il disait que oui, les poumons de la Terre. Alors, ce n'est pas vraiment vrai. C'est pas parce qu'il y a des forêts tropicales humides qu'on a de l'oxygène. Par exemple, les océans, ça va produire beaucoup plus d'oxygène parce qu'il y a les phytoplanctons et tout ça. Et en plus, la plupart de l'oxygène qui est rejeté par la forêt est immédiatement réabsorbé par les forêts tropicales humides. Donc c'est plutôt un cycle zéro net en ce qui concerne le CO2, l'oxygène. Par contre, on peut qualifier les forêts tropicales humides, alors bien sûr c'est beaucoup moins sexy et beaucoup moins atterrant, comme les glandes sudoripares de la Terre. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'en fait elles vont jouer un rôle extrêmement important dans la circulation de l'eau. Et comme on verra un petit peu après, la circulation de l'eau, en fait, elle va avoir des bénéfices énormes, pas seulement en termes bien sûr d'irrigation et de plantation, mais aussi en termes de température. Et donc en fait, pendant la photosynthèse, il va y avoir un phénomène de précipitation. Cette eau va être réabsorbée par les racines de l'arbre et elles vont aller vers les feuilles où elle va utiliser cette eau avec le CO2 pour faire la photosynthèse. Mais la plupart du temps, elle va absorber beaucoup trop d'eau par rapport à ce qu'elle a besoin. Et donc, comme nous, en fait, elle va libérer cette eau par transpiration. Alors, qu'est-ce que la transpiration ? Pourquoi est-ce que nous, on transpire ? Parce que l'évaporation, en fait, ça diminue la température. Quand vous mettez un petit peu d'alcool sur la peau, ça devient très froid. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'évaporation et ça diminue l'eau. Donc en fait, on peut voir les forêts tropicales humides comme cet engin qui va, grâce à la transpiration, diminuer la température. Et donc l'équation, en fait, elle est relativement simple. Quand on a une forêt tropicale humide, eh ben, il fait frais et humide. Il y a de l'eau et grâce à la transpiration, eh ben, il fait frais dans cette forêt. Je pense qu'on a tous peut-être eu cette sensation, peut-être en plein été, notamment ici, où on est en plein soleil, il fait chaud, et donc pour trouver l'abri, on va rentrer dans un petit bosquet ou dans une forêt, et tout de suite la température, elle est bien plus agréable. Quand on coupe les forêts, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il fait sec déjà, parce que dans la transpiration, bien sûr, il y a l'eau qui s'évapore, donc si on n'a plus de forêt, il n'y a plus d'eau, et il fait beaucoup plus chaud. Donc tout ça, ça va de pair. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les forêts sont des régulateurs climatiques non seulement à l'échelle locale, donc on va le ressentir localement, mais elles vont aussi être ressenties au niveau mondial. Donc, en fait, pendant cette transpiration, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va libérer donc cette eau dans l'atmosphère et elle va créer avec d'autres particules qui sont présentes dans cette atmosphère la précipitation. Et donc c'est un peu un cycle entre cette précipitation et l'absorption et la transpiration. Norbé, qui est un chercheur climatologue du Brésil, il qualifiait en fait les forêts, ce qui se passait au-dessus des forêts comme des rivières volantes. Donc on a les rivières dans les rivières, mais aussi on a la rivière au-dessus des forêts grâce à cette transpiration
Et en fait, il a fait un petit calcul simple dans son livre où il a dit un arbre, ça transpire en forêt tropicale humide, ça transpire plus ou moins 1000 litres d'eau par jour. Et donc, en fait, quand on calcule toutes les espèces d'arbres, quand on les compte, on fait une estimation, bien sûr, il y a plus ou moins 20 milliards de tonnes d'eau qui est transpirée par jour. Et ça, c'est bien plus que le fleuve de l'Amazone, par exemple. Donc, c'est des petits calculs assez simples qui permettent de voir l'importance des forêts tropicales humides en termes de mouvement de l'eau. Alors, je vous disais qu'il y a des impacts locaux. Un des meilleurs exemples qu'on a, c'est l'île de Bornéo en Asie du Sud-Est. Donc, c'est une île qui, il n'y a pas très longtemps, a été couverte à 100% de forêts tropicales humides. C'est un hotspot de biodiversité. C'est généralement un des endroits les plus biodiverses de la planète. Malheureusement, ces 100 dernières années, il y a eu un fort taux de déforestation et plus ou moins 50% de la forêt a disparu. Mais entre-temps, durant ces 100 années-là, on avait déjà pu mettre en place des stations climatologiques, donc de climat, et on a pu mesurer comment le climat évoluait au cours de ces 100 dernières années. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une diminution de la précipitation, une augmentation des températures extrêmes et notamment une augmentation des températures journalières. Et donc, en fait, en conclusion, sur l'île de Bornéo, comparé à 100 ans, il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec. Et donc ça a des conséquences extrêmement importantes sur, par exemple, l'agriculture et la façon de gérer cette biodiversité. Une autre étude qui est assez intéressante, mais qui fait un peu peur, c'est des modèles. Donc là, bien sûr, on ne l'a pas fait en vrai, mais on a modélisé qu'est-ce qui se passe si je déforeste toute l'Amazonie, qu'est-ce qui se passe si je déforeste toute l'Afrique centrale et l'Asie du Sud-Est. Alors ça se fait avec des modèles qui prennent en compte l'importance et les cycles de l'eau, les cycles de carbone. Et ce qu'ils ont montré, en fait, et ça c'est une synthèse de toutes les études qui se sont amusées à faire ça, c'est que par exemple, si on défriche toute l'Amazonie, alors les petites gouttes, ça représente des inondations, des inondations, et les petites vrilles, ça représente des sécheresses. Et donc, en fait, on va voir, si vous regardez les couleurs, vous pouvez voir qu'il y aura des inondations importantes en Europe, en Asie, si on coupe l'Amazonie. Il y aura des sécheresses, par exemple, dans tout le Midwest américain, sachant que le Midwest américain, c'est là où ils font pousser la plupart de leurs céréales. Et donc, voilà, c'est assez alarmant pour eux. De même en Afrique et en Asie du Sud-Est. Donc on voit vraiment que la disparition des forêts tropicales humides aura un impact vraiment mondial et que c'est la responsabilité de tous, pas seulement des pays qui les abritent, mais aussi des pays du Nord, de les protéger à cause de cet impact vraiment global. Alors, il y a un exemple dans le passé où les forêts tropicales humides ont disparu complètement. Ça s'est passé au moment en fait, où on n'était pas encore avec des forêts tropicales humides dominées par les plantes à fleurs, mais plutôt dominées par les conifères et les fougères. C'était il y a 252 millions d'années, donc assez tôt dans l'existence des forêts tropicales humides. C'était la grande extinction. On est passé vraiment à deux doigts de l'extermination totale de la vie. Je crois que c'est 95% de la vie qui a disparu à ce moment-là. C'est un moment très intéressant pour étudier, notamment les paléontologistes, pour étudier qu'est-ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, en effet, les forêts tropicales humides, les arbres qui poussaient dans ces zones humides ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une augmentation telle du CO2 que ça a exterminé tout. Donc il n'y avait plus de forêts, et ces forêts ont été remplacées, en tout cas c'est ce que dit l'article, par ces petits lycopodes que vous voyez là, qui font 1 cm. Donc on a changé la forêt tropicale humide pour ça. Pourquoi c'est important ? Parce que les scientifiques, quand ils ont étudié cette période, ils ont remarqué que ça a pris 5 millions d'années, je pèse mes mots, pour que la forêt tropicale humide réapparaisse de nouveau. Donc pendant 5 millions d'années, on a eu des petites choses comme ça qui ont traîné. Le niveau de CO2 était extrêmement élevé et la réapparition des forêts était extrêmement lente. Et une fois que les forêts ont réussi à réapparaître, elles ont ramené le niveau du CO2 à un taux plus normal et la vie est revenue. Donc on est vraiment face à des situations un peu catastrophiques. Alors on parle des météorites qui vont venir exploser la Terre et tout ça, mais la disparition des forêts tropicales humides, alors peut-être avec un petit peu d'exagération pour marquer le point, pourrait emmener à quelque chose d'assez dramatique. Et c'est quelque chose qui ne sera pas réversible pour plusieurs millions d'années, en tout cas tant que nous on est là. L'autre point important, je pense que ça, la plupart des gens l'ont déjà entendu, c'est des puits de carbone. Alors pendant la photosynthèse, il y a une fabrication, la photosynthèse, il y a la fabrication de sucre, et les cellules en fait vont amasser ces CO2 parce que c'est ce qu'elles absorbent de l'atmosphère, et elles vont transformer une partie de ça en bois. Et donc les forêts sont aussi des grands puits de carbone. Comme vous voyez ici, en fait,
au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de carbone dans l'atmosphère. Et donc, l'espoir, en fait, c'était que ces forêts tropicales humides puissent absorber cet excès de carbone. Malheureusement, les forêts tropicales humides, d'après les dernières estimations, ne peuvent absorber que plus ou moins 15% des émissions de gaz à effet de serre que produit la forêt. Et donc, en fait, les forêts tropicales humides sont extrêmement importantes dans ce cycle-là, vu qu'elles participent plus ou moins à 30% du cycle du carbone. Malheureusement, les études de longue date, donc ça, c'est des botanistes qui partent sur le terrain, qui mesurent pendant des années et des années la vie des arbres dans les forêts tropicales humides. Et donc, l'équation, elle est assez simple quand on essaye de comprendre si les forêts sont des puits ou des sources. Des sources, ça veut dire qu'elles libèrent plus de carbone qu'elles en absorbent, et des puits, c'est qu'elles en absorbent plus. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans les années 90, les forêts tropicales humides représentaient plus ou moins 0,7 tonnes à l'hectare, et elles pouvaient assimiler plus ou moins 17% des effets à effet de serre. Malheureusement, parce que les forêts tropicales sont déforestées, il y en a de moins en moins, et donc en fait, dans les années 2000, elles n'absorbaient plus que 0,38 tonnes à l'hectare, plus ou moins 6% des émissions. Donc non seulement on émet plus de carbone, mais en plus les forêts jouent moins ce rôle de puits. Donc ça ne va vraiment pas dans le bon sens. L'Amazonie n'est plus un puits de carbone depuis les années 90. Dans une version de mon talk, pour vous dire que ça va vite, dans une version, il y a quelques années, je disais que le Congo était encore un puits de carbone. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui montre les premiers signes du renversement, comme quoi maintenant, même le bassin du Congo, qui était vraiment considéré comme ce dernier grand puits de la planète, commence à passer en source. Donc ça veut dire qu'elle émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Et quand on regarde des projections de perte de carbone dans le monde, on voit encore, une fois de plus, que ces pertes vont être concentrées vraiment au niveau des tropiques, et notamment là où il y a les forêts tropicales humides. Donc ça, c'était un petit peu le côté assez biologique, on va dire, de l'importance. Mais il y a aussi d'autres importances. Donc je vous ai parlé aussi du fait que c'était des forêts extrêmement anciennes, qui ont beaucoup d'espèces. C'est des forêts qui jouent des rôles extrêmement importants pour le climat. Mais c'est aussi la maison de communautés indigènes qui vivent dans ces forêts depuis des milliers d'années. Et c'est des millions de personnes. Donc c'est la maison de beaucoup de gens, notamment des communautés en Afrique centrale, en Asie et en Amazonie. Ces personnes-là ont une connaissance intime de la forêt, elles ont une connaissance de la gestion forestière à long terme. Et donc c'est un savoir qui se perd lorsqu'on déforeste et quand on déplace ces personnes en dehors de leur forêt et qu'on essaye de les emmener dans la ville. Généralement, ça se termine par une grande catastrophe, beaucoup de pauvreté, beaucoup de tristesse et beaucoup de décès. Donc rien que pour ça, c'est extrêmement important. D'autant plus que les populations autochtones, elles ne représentent plus que 5% de la population mondiale, mais elles conservent à l'intérieur de leur territoire une part significative de cette biodiversité. Elles gèrent plus ou moins 37% des terres naturelles. Donc quand je vous ai dit que c'est elles qui ont cette connaissance-là, c'est extrêmement important de comprendre aussi que les forêts tropicales humides vont aller de pair avec le bien-être des populations autochtones. Et là, vous avez quelques-unes des personnes que moi j'ai rencontrées lors de mes missions. Les forêts tropicales humides aussi sont extrêmement importantes pour notre nourriture et pour ce qu'on mange. Alors c'est principalement des fruits exotiques, mais vous connaissez la plupart de ces fruits-là, dont notamment le maïs et le riz qui font partie de la consommation principale humaine. Le maïs a évolué au Mexique, le riz en Asie, dans des situations tropicales. Le chocolat, ça vient des forêts tropicales humides d'Équateur. Après, ça a été importé au Mexique et utilisé au Mexique. Le manioc, extrêmement important aussi. La banane, l'igname aussi, etc. L'huile de palme, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même une huile extrêmement importante qui vient aussi des forêts tropicales humides. Donc ces forêts sont aussi importantes pour des espèces cultivées, pour des espèces qu'on utilise. Et donc ça veut dire aussi qu'elles ont des espèces sauvages associées qui pourraient nous aider peut-être à améliorer certains aspects. On a vécu un épisode assez dramatique il y a quelques années, avec le Covid, le confinement. Je sais que les hypothèses d'où vient le Covid sont assez contestées, il y a beaucoup de désinformation. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'elles viennent justement d'un événement où l'homme a été mis en contact avec des animaux sauvages en Chine, et notamment lié à la déforestation.
L'autre maladie aussi qui est très importante, c'est là vous le représentez ici, c'est par exemple la malaria, qui est une maladie qui vient aussi un lien avec les animaux et la forêt. 60% des maladies proviennent des animaux, ce qu'on appelle des zoonoses. Et ce qu'on a remarqué au cours de ces dernières années, c'est que ces zoonoses ont augmenté ces dernières décennies. Donc il y a plus de maladies maintenant qu'avant, même si on a l'impression qu'on est moins malade qu'avant. Mais il y a plus bon, en anglais on appelle ça le spillover, mais il y a plus de contact entre les animaux sauvages et l'homme qui favorise ce contact. L'autre exemple typique, c'est le virus du sida qui vient aussi d'un contact entre l'homme et le chimpanzé. Et la déforestation joue un rôle très important là-dedans, parce que quand on déforeste, eh ben, on se met plus à risque d'être en contact avec des animaux avec lesquels on ne devrait jamais être en contact. Donc on va rentrer dans des zones très reculées de la forêt, on va déforester, et là le contact et le passage à l'homme peut se faire. Donc ça augmente ces interfaces, et donc ça c'est extrêmement important. Donc l'autre raison de laisser les forêts tropicales tranquilles, c'est justement ce risque. Et si on fait des simples mathématiques, le Covid a coûté à l'humanité environ 1 trilliard. Alors, personne ne peut imaginer ce que ça veut dire, mais 1 trilliard, c'est 1000 milliards de dollars, ou plusieurs 1000 milliards de dollars, alors qu'il y a des études qui montrent que la protection de la forêt coûterait plusieurs milliards de dollars. Donc, même si on parle de grands chiffres, l'impact d'un confinement est extrêmement supérieur à ce que ça va nous coûter que simplement d'essayer de protéger cette forêt et de vivre avec. Une autre étude qui est très récente, qui est sortie l'année dernière, qui était assez intéressante, c'est qu'il n'y a pas comment parler maladie, mais comme je vous ai dit, les forêts sont liées à la température. Quand on déforeste, il fait plus chaud. Et une étude a réussi à montrer de façon assez intéressante qu'il y a un lien direct entre la déforestation et les nombres de morts liés à la chaleur. Donc on a vécu ça, je crois que c'était en 2003, où il y a une grande période de chaleur en France. Il y a eu beaucoup de décès. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut mourir de la chaleur ? En fait, on meurt très simplement. Si on ne s'hydrate pas bien, on peut mourir assez rapidement de la chaleur. Et cette étude a montré qu'en effet, la déforestation va contribuer. Ça peut paraître des chiffres assez bas, 28 000 morts non accidentelles liées à la chaleur à cause de la déforestation. Mais par exemple, les morts par exemple, liées à la malaria sont pas très loin de ces valeurs-là. Donc ça, c'est une étude assez intéressante qui montre qu'il y a plein de conséquences au niveau de la santé. Je vais terminer un peu ce tour d'horizon par un point qui n'est pas forcément rappelé, mais c'est aussi source d'inspiration. Personnellement, pour moi, quand je suis rentré dans une forêt tropicale humide pour la première fois, ça m'a vraiment fait naître en moi une vocation. J'ai dit, ça, c'est là où je veux travailler. J'avais 14 ans. Je veux vivre ici. J'essaye de vivre autant que je peux. Mais je veux étudier cet écosystème de façon scientifique. Je veux essayer de comprendre. Ça m'a fasciné. La biodiversité, ça m'a toujours fasciné. D'autres personnes, je ne me compare pas à eux, bien sûr, mais d'autres personnes à qui ça a vraiment fasciné, c'est des gens qui ont inventé ou qui ont pensé à la théorie de l'évolution. Charles Darwin, après son passage à Rio de Janeiro, il était complètement fou. Et lui, il venait de l'Angleterre, où en fait la biodiversité, il pensait qu'on savait tout sur la biodiversité, il pensait qu'on pouvait tout nommer. Quand il est rentré dans une forêt, c'est là où il a vraiment dit, en fait, ça l'a vraiment remis en cause beaucoup de choses. Et aussi Alfred Wallace, qui lui, pour le coup, a vraiment vécu plusieurs années en Amazonie, plusieurs années en Malaisie. Et durant cette période, au contact avec cette grande biodiversité, ça l'a vraiment inspiré pour arriver à la même idée que Darwin, de façon complètement indépendante. Et ils ont copublié ça ensemble. Après, vous avez, en France, ça vous connaissez bien, Henri Rousseau, le douanier, qui lui, en fait, n'est jamais dans une forêt tropicale humide, mais simplement se baladant dans les serres à Paris. Il a été complètement fasciné et il nous a fait des séries de peintures vraiment incroyables qui fascinent encore tout le monde et en particulier les enfants. Et là, je vous ai montré une des premières peintures qui a été faite par le comte de Clarac en 1818 de la forêt amazonienne. Donc, c'était une des premières images que les Européens voyaient de la forêt au début des années 19, qui a été exposée ici à Paris et qui, apparemment, ça avait fasciné beaucoup de gens. Ils voyaient, il y a beaucoup de choses dans ces peintures, beaucoup de détails, qui a beaucoup fasciné les gens. Donc, une première introduction aux forêts tropicales humides. Donc, c'était pour montrer aussi que, en plus de leur importance, la forêt tropicale humide joue un rôle important dans l'inspiration et l'imagination, comme toute forêt du monde. Moi, je parle des forêts tropicales humides, mais l'inspiration de la nature peut impacter à n'importe quel niveau. Alors, voilà, ça c'est le slide que je change petit à petit. Donc, avant, je disais, il y a 10 ans, les 10 prochaines années vont être cruciales. Ça fait plusieurs années que je fais cette présentation, donc je barre. Maintenant, ça fait 5 ans. Je vous ai dit que l'année 2004 a été particulièrement mauvais. Donc là, vous voyez le taux de déforestation par rapport à 2023. Et vous voyez qu'au Brésil, ça a augmenté, en Bolivie, ça a augmenté.
Pas toujours pour les mêmes raisons. Il y en a, c'est la déforestation. En 2024, c'était les feux de forêt. Alors, comme on a expliqué, les feux de forêt, ça va de main en main avec l'augmentation des chaleurs. Donc, il y a un peu un effet de cycle qui revient. Et il faut faire attention de ne pas tomber sur une plante glissante qui verra l'extinction des forêts de façon complètement désastreuse. On a un retard alarmant. Donc, en 2021, à la COP26, on s'est tous installés autour d'une table, tout le monde était content, on a signé de la paperasse en disant qu'on allait mettre fin à la déforestation en 2030, ça fait bien, ça fait bon augure pour les gens qui sont présidents ou rois de leur pays au moment de la signature, mais c'est très loin de ce qu'on fait. Donc là, vous voyez en orange la courbe de la déforestation et vous voyez 2030, on devrait arriver ici en 2030. Donc en fait, on n'y est pas du tout. On est plus ou moins dans une phase stagnante. Donc on peut signer, on peut en parler à la presse. Ça fait beaucoup de bruit, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose vu que l'économie va toujours primer à ça. Donc ça, c'est un petit peu négatif, malheureusement. C'est ce qu'on constate. Alors, par contre, là, je voudrais terminer ma présentation avec une note un petit peu plus positive. Alors là, je vous ai parlé de choses assez globales. On parle de l'impact au niveau global ou même au niveau d'un pays. Et donc, en fait, dans mon état d'esprit, en tout cas, on peut penser globalement, mais on peut aussi agir localement. Et donc là, je vais vous emmener un petit peu dans un pays qui me tient à cœur. Comme je vous ai dit, moi, j'ai vécu en Équateur quand j'étais plus petit. J'ai vécu aussi durant ma carrière. Malheureusement, quand j'étais sur les bancs de l'université de Montpellier, notamment durant les cours de Francis Allais, on nous présentait cette carte. Alors ça, c'est l'Équateur. Là, vous voyez où c'est situé, un tout petit pays de rien du tout situé entre le Pérou et la Colombie. Elle a une côte pacifique. Ça, c'est la côte pacifique. Quito, c'est la capitale, nichée à 2800 mètres d'altitude. Et là, vous voyez l'étendue de la forêt avant la colonisation par les Espagnols et jusqu'à, bon, pas aujourd'hui, jusqu'en 88. Donc maintenant, c'est encore pire. Et ça, c'est ce qu'on nous présentait. Donc moi, j'étais assez triste parce qu'on présentait l'Équateur comme cet exemple de déforestation et de manque de contrôle. Et alors que, bon, pour moi, l'Équateur, c'est un pays vraiment très beau et incroyable. Malheureusement, on montrait le côté un petit peu néfaste. C'est un peu la même chose maintenant. Quand vous entendez parler de l'Équateur, généralement, on parle de personnes qui se sont fait couper la tête en prison. Pourquoi ? Parce que l'Équateur est devenu un peu une plaque tournante de la drogue en Amérique du Sud, à mon grand désarroi. Et il faut espérer que les choses changent. Alors là, je vous ai emmené ici, donc dans la côte équatorienne, ça fait partie d'un écosystème qu'on appelle le Choco, qui est un des écosystèmes les plus biodiverses, avec énormément d'espèces endémiques, et qui est coincé entre les Andes. Là, vous le voyez dans la petite carte en bas, les Andes, c'est en marron, entre les Andes et le Pacifique. Le petit point jaune vous montre un endroit que j'ai visité avec mon collègue de l'université catholique en Équateur, et on était en train de se balader dans cette région à la recherche d'un palmier spécifique. Malheureusement, c'est un endroit qui n'est pas très populaire, qui n'avait pas une grande densité de population, 55 habitants, qui sont principalement localisés dans la capitale de la région. Et c'est un endroit qu'on appelle la Porte d'Or de Manabí. La région s'appelle Manabí, parce que c'est là où on va faire beaucoup de production. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien là-bas, c'est que de la banane, donc on peut conduire pendant des heures et des heures, c'est que des plantations de bananes, ou alors des plantations pour tout ce qui est viande et lait, élevage bovine, où là on va raser les forêts et puis on va mettre de l'herbe comme vous le voyez là. Donc l'histoire que je vais vous raconter, en fait, elle se passe à ce moment-là. Là vous avez un peu une image drone un peu de la région, donc il y a des petits fragments de forêt qui sont très cachés, et tout autour, vous avez des champs qui sont utilisés pour l'élevage bovine, principalement. Et donc, notre héros, c'est Anelio Lor. Alors, Anelio, c'est quelqu'un qui est originaire de cette région-là. C'est ce qu'on appelle un parabotaniste. Donc, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les plantes, bien mieux que moi, mais qui les a appris de façon non académique. Il a travaillé pendant longtemps en Amazonie. Et quand il est revenu dans sa terre natale, il a acheté du terrain, un terrain. Une partie de ce terrain était déjà déforestée, donc il a mis ses vaches pour faire son élevage. Mais il y a une partie en fait de 7 hectares qui était une forêt primaire, bon primaire entre guillemets, mais une forêt qui n'a pas été abattue qui n'a jamais été abattue. Et il a conservé ce fragment de forêt. Et c'est une conservation intuitive. Il a dit, moi en Amazonie, quand j'ai travaillé là-bas, j'ai vu que c'était important, donc ici je vais le conserver aussi. Et donc lui, il passe son temps dans cette forêt et il le protège malgré une pression sociale. Tous les voisins lui disent, mais pourquoi est-ce que tu coupes pas ta forêt ? Ou laisse-moi la couper et moi je vais mettre des vaches et je vais te donner une partie du rendement. Donc malgré le fait que
il avait cette pression, il ne l'a jamais fait. Et ce n'est pas quelqu'un non plus qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un de très modeste. Et lui, donc, il a initié un peu ce projet qu'on appelle maintenant La Esperanza. Il a nommé sa forêt La Esperanza. Donc voilà, ça c'est l'étendue de sa forêt. Tout autour, c'est complètement déforesté. Et lui, il vit là et il reste à protéger ça. Agnello, c'est vraiment quelqu'un qui est incroyable. On tombe amoureux de sa passion très rapidement. Moi, j'ai parlé avec lui pendant 10-15 minutes et je lui dis « Ok, Agnello, moi, tout ce que tu veux, on va travailler avec toi pour protéger cette forêt. » Ça, c'est un peu une vue un petit peu plus rapprochée. Donc, Agnello, il a cette forêt qui est une très belle forêt avec tout ce qu'on s'attend d'une forêt, différentes strates, comme je vous ai expliqué, une canopée, des palmiers, plein d'arbres. Mais vous voyez que c'est adjacent à des zones complètement déforestées. Cette forêt, lui, il a acheté 7 hectares, mais il y a aussi d'autres propriétaires qui ont des forêts à côté, mais eux, ils cherchent qu'à vendre leur forêt. Et donc, en fait, nous, avec une association que je vais vous montrer après, on a réussi à racheter une partie de cette forêt. Et maintenant, La Esperanza fait plus ou moins 14 hectares. Ce qui est assez impressionnant et ce qui, moi, m'a marqué, c'est que quand on rentre dans cette forêt, on a vraiment du mal à s'imaginer qu'à quelques mètres, c'est de l'herbe. Parce que quand on est là, voilà, on a des cascades, on a plein d'arbres, on a vraiment une biodiversité incroyable. Les oiseaux chantent, les criquets font leur bruit qu'ils font. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, et ça m'a touché au cœur de dire, en fait, c'est vraiment une forêt qui a besoin d'être protégée parce que voilà, 7 hectares, ça se coupe en 2-3 semaines. Et donc c'est extrêmement important pour la protection. Agnello, il est tellement passionné, c'est pour ça que c'est vraiment un héros, c'est qu'il a pris tout l'argent qu'il avait, parce qu'il avait tout de suite compris que si, comme je vous ai dit, c'est un endroit où il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de tourisme, personne va là-bas, juste les agriculteurs, et en fait il a compris que s'il n'y avait pas un endroit pour que les chercheurs comme moi, on puisse venir, on puisse avoir un endroit où se reposer, manger, on ne viendrait pas. Donc il a pris des économies à lui, et il a construit ce que lui il appelle sa station de recherche. Il a une famille, avec 3 enfants, là, maintenant ils sont grands et ils sont partis. Mais à l'époque, voilà, c'était quand même assez incroyable. Et moi, la première fois que je l'avais vu, il n'y avait pas ça. Et 2 ans après, je suis revenu et il avait construit tout ça. Donc c'est vraiment grâce à cette vision qu'il a fait vraiment de façon totalement indépendante que le projet a vraiment pu commencer. C'est une forêt qui reste assez peu connue. D'ailleurs, quand moi j'y suis allé, on a réussi à découvrir ou à décrire une nouvelle espèce de cette famille Anonacée que j'ai co-décrit avec Agnello. Donc il a fait partie du processus scientifique, comme il est un parabotaniste, c'est tout à fait légitime, avec aussi un autre étudiant. Et on l'a nommé Guateria, c'est le nom du genre, Esperanzae, qui est en honneur à la forêt qu'il protège. Et c'est une très jolie fleur avec des très jolis fruits qui n'avaient jamais été découvertes ou jamais été vues par des botanistes. Pourquoi ? Parce que la plupart des botanistes et des zoologistes ne s'aventurent pas dans cette région-là parce qu'elle est déforestée et il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'endroit où on peut aller, on ne peut pas rester. L'autre actrice extrêmement importante de ce projet, c'est Andrea Narvaez, qui est une biologiste équatorienne qui a fait sa thèse en Australie. Et quand elle est revenue, elle a créé une fondation, une ONG qui s'appelle Great Leaf. Elle a connu Agnello d'avant et Agnello nous a mis en contact. Et moi, j'ai travaillé avec Andrea. Elle est zoologiste, donc elle s'occupe des animaux, principalement des serpents et des grenouilles. Et moi, je m'occupe des plantes. Et avec elle, on a uni nos forces avec Agnello. Et depuis 2018, on essaye d'avoir des projets financés, on envoie des étudiants et on essaye de décrire cette forêt, même si elle est petite. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Là, Andrea, elle est en train d'expliquer à Agnello comment mettre en place ce qu'on appelle des caméras trappes. Donc, c'est des caméras qui prennent des photos ou des vidéos des animaux quand ils passent. Les habitants notables, alors il faut les remercier, même si mes amis botanistes ils me disent « Ouais, mais on est toujours en train de se focaliser sur les animaux ». Il y a 2 espèces de singes, de grands singes qui vivent dans ces forêts. Le singe hurleur, qui est c'est une sous-espèce du singe hurleur qui est en Amazonie. Ça donne l'âme de la forêt, parce que lui, quand il crie, ça fait je ne sais pas si vous avez entendu un singe hurleur, mais c'est une voix qui se porte à plusieurs kilomètres. Et dans sa forêt, lui, il habite une famille. Alors, comme c'est tout fragmenté, l'étude de ces singes est extrêmement intéressante. L'autre grande star, c'est le singe araignée. Alors, le singe hurleur, il est très pacifiste, il vient, il vous regarde, il s'en va. Le singe araignée, lui, il va venir vous faire peur. Donc, il va venir au-dessus de vous, il va lancer des choses, il va bouger les branches. C'est assez marrant parce qu'en Afrique, on a un peu la même chose. Les gorilles, c'est très pacifique. Ça, on peut les voir, ils nous regardent, ils mangent leurs trucs. Les chimpanzés, par contre, ça, c'est hyper agressif. Ça va vous sauter dessus, ça va lancer branches, caca, tout ce qu'ils ont. Ils vont vous lancer dessus. C'est assez rigolo. Et là, c'est un peu la même chose. Et le singe araignée que vous voyez là, c'est une sous-espèce de singe araignée qui est menacée.
et qui fait partie des primates les plus menacés de la planète. Donc il y en a 25. Et depuis plusieurs décennies, c'est un des primates les plus menacés. Donc ça, c'est important parce que ça attire l'attention des gens, ça devrait attirer l'attention des touristes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais notamment des bailleurs de fonds qui vont soutenir des projets pour protéger la forêt, enfin pour protéger des singes. Et nous, en fait, on l'utilise vraiment pour protéger la forêt qui protège des singes. Là, vous avez quelques... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, comme vous avez vu, hein, c'est un petit fragment de forêt complètement isolé. Quand on a mis les caméras trap, moi, j'ai été ébloui. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a même une loutre. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Il y avait une loutre qui se baladait dans la rivière, qui passe par là. Tigrillo, c'est un petit espèce de petit félin agouti. Enfin, il y a tout. Il y a même des aigles. Enfin, il y a un faucon, hein, une espèce de faucon. Il y a aussi des perroquets endémiques de la région qui vont aller mettre leur nid dans les troncs d'arbres vides. Donc, malgré le fait que c'est une petite forêt, il y a une diversité animale extrêmement incroyable. Et alors, on s'était demandé, mais quel est le statut de cette forêt? Parce que quand nous, on essaye de convaincre les bailleurs de fonds, ils vont nous dire, ouais, mais ta forêt, 14 hectares, déjà écologiquement, est-ce qu'elle est viable? Est-ce que les arbres vivent ou est-ce qu'elle est sur cette pente glissante où elle va disparaître malgré nos efforts? Donc ça, c'est une des questions auxquelles on a voulu répondre, notamment avec un étudiant, encore une fois, de la Católica à Quito, qui s'appelle Ignacio Corral. Et donc, on utilise un outil qui s'appelle des parcelles de forêt, où on fait des recensements. Donc là, vous avez une parcelle de forêt qui fait 100 mètres sur 100 mètres. Donc, ça fait 1 hectare. Et donc, en fait, ce qu'on fait, on rentre dans cette forêt et on compte toutes les espèces d'arbres qui ont un tronc supérieur à 1 cm. Donc, c'est comme ça. Et donc, si c'est moins, on ne le compte pas. Donc, toutes les espèces d'arbres sont identifiées, taguées et mesurées. Donc, on mesure leur diamètre. On fait ça une fois. Donc, un Hélio, encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui a bien compris l'importance de l'importance de la conservation. Il avait fait ça avec d'autres fonds en 2014 et nous, on a refait ça en 2023. Alors, c'est un travail extrêmement de longue haleine. Je vous le montre parce que c'est vraiment quelque chose de... Moi, personnellement, je fais ça peut-être 2-3 jours, mais après, j'arrête parce que c'est un petit peu... c'est très, très dur. Les étudiants, là, c'est vraiment des gens dédiés et passionnés. Ils ont fait ça pendant 3 mois. Donc, ça leur a pris 3 mois pour mesurer tout ça. Bon, pas 3 mois en continu, hein, mais il y avait plusieurs semaines de travail où vous voyez, on mesure, on tag et on identifie tout ce qu'on voit. Et ce qu'on a réussi à montrer avec cette étude, c'est qu'il y avait vraiment un processus actif de succession. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en 2000, il y a plus d'individus, il y a plus d'arbres en 2023 qu'en 2014. Et on a aussi montré que le taux de recrutement était supérieur au taux de mortalité. Et donc ça veut dire que cette forêt, à son échelle, va jouer le rôle d'un puits de carbone. Et quand on a présenté ça à certains bailleurs de fonds, c'était suffisamment important pour leur dire « Ok, cette forêt, elle vaut la peine d'être protégée ». Donc c'est des études extrêmement importantes et ce genre d'études, elle est faite partout dans le monde, dans toutes les forêts tropicales du monde et c'est grâce à ça qu'on arrive à savoir, c'est ce qu'on appelle les scientifiques, on arrive à mesurer le pouls de la forêt pour voir comment la forêt, elle évolue au cours du temps, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour mettre ça en place. Donc on était assez contents parce qu'on a pu montrer que cette forêt était saine et écologiquement active. Et donc, comme je vous ai dit, si on zoome un petit peu, on a essayé de voir quelles sont les autres forêts qu'on pouvait protéger. Et donc, quand on zoomait un petit peu plus loin, vous voyez d'autres fragments de forêt. Donc, ces fragments-là, c'est des fragments de forêt qui existent, qui appartiennent à d'autres propriétaires, qui n'ont pas défriché pour des raisons qui sont les leurs. Mais on avait vu ce grand morceau de forêt-là, qui est assez isolé. Il faut marcher pendant plus ou moins 1h30 à partir de la route dans de la boue pour y arriver. On a commencé à explorer cette forêt-là, qui est aussi un peu le cœur de cette région. Si cette forêt amenait à disparaître, tous les autres petits fragments auraient vraiment beaucoup moins de chances de survivre. Donc là, on s'est unis avec une ONG française qui s'appelle Green Sanctuaries, qui en fait ont accès à des bailleurs de fonds avec un petit peu plus d'argent. Et donc, en leur expliquant, en leur présentant les résultats aussi bien du côté de Andrea que du côté de la zoologie que de la botanique, on a réussi à les convaincre qu'ils nous donnent un petit fonds pour acheter au moins 64 hectares de cette forêt qu'on a appelée Tenka. Tenka, ça veut dire cœur dans la langue des communautés locales les plus proches. Il faut savoir que dans ces régions-là, il n'y a plus de communautés locales. Il n'y a pas de communauté indigène. Elles ont toutes disparu il y a plus ou moins 500 ans avec l'arrivée des maladies. Il y a une communauté indigène plus ou moins 100 km vers le nord et c'est dans ce langage-là qu'on a appelé cette forêt Tenka qui veut dire cœur de la région. Et grâce au financement, et ben maintenant on a une jeune passionnée
qui est de la région et qui est un éco-garde. Et elle circule dans la forêt, elle fait beaucoup de travail d'éducation avec les gens là-bas. Et donc en fait, ce qu'on a maintenant, c'est ce qu'on appelle une matrice, un peu un paysage de conservation, où on a des activités d'agriculture avec des protections de forêt. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on on continue à protéger. Le rôle important ici, c'est d'inclure les populations locales, parce qu'ici, c'est eux qui vont vraiment avoir un rôle important dans la protection. C'est très long. Il faut qu'ils nous acceptent. Il y a des études qu'on a faites, nous, qui ont montré qu'ils ne nous faisaient pas trop confiance. Donc, il y a un travail de longue haleine au niveau social. Nous, on a beaucoup travaillé sur le côté scientifique et maintenant, on est en train d'ajouter le côté social. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est des couloirs de biodiversité maintenant qui vont relier ces forêts-là et qui vont permettre à la végétation, aux graines, tout ça, mais via les animaux, de circuler. Pour ça, on a besoin de faire de la restauration, de la reforestation. Ça se fait aussi dans la parcelle de Agnello. Ici, vous avez une pépinière où Agnello est allé dans la forêt et grâce à sa culture, sa connaissance des plantes, il a réussi à identifier des graines pour les faire pousser et après les replanter. Et là, vous avez une session de reforestation d'une prairie en fait, où il n'y avait que de l'herbe. Et donc, grâce à cette connaissance, on va en forêt, on trouve les petites plantules et on les fait pousser dans des pépinières qui nous permettent après d'aller les planter. Alors, encore une fois, ça, c'est un travail vraiment extrêmement compliqué. Moi, j'ai fait ça pendant une demi-journée et j'étais claqué. On est en plein soleil, il faut creuser dans la terre qui est assez dure. On plante une petite plante, il y a plein d'herbes autour. On se dit, mais à quoi ça sert? Cette plante, elle va disparaître. Mais ça marche. Encore une fois, c'est parce que grâce à cette motivation qu'a Agnello, il travaille aussi avec beaucoup d'autres personnes autour, on a réussi à commencer à reforester. Donc, Agnello a donné à Great Leaf une partie de son terrain que vous voyez là un petit peu en grisâtre. Ça, c'était en 2022, en février 2022. On avait du mal à faire partir les petites plantules parce que l'herbe qui est là, c'est une herbe qui vient d'Asie et qui est extrêmement invasive. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté des bananes pour faire de l'herbe. Alors, les bananes ne sont pas là pour être utilisées. C'est juste ça pousse très vite et ça fait un peu d'ombre. Et ça va donner une chance aux essences locales de commencer à pousser. Donc ça, c'était en juin 2023. Là, on est en octobre 2024, donc vous voyez qu'on commence déjà à plus trop voir la différence. Donc ici en bas, vous avez la forêt de Agnello. Et là, vous voyez qu'on commence à déjà avoir des résultats assez intéressants en octobre 2024. Et la dernière fois que j'y suis allé, en juillet 2025, là, on ne voit plus du tout les bananiers. On commence à avoir un semblant de couvert forestier. Quand on voit cette forêt de l'intérieur, on voit vraiment quelque chose d'assez unique et ça va très vite. Donc c'est vraiment une belle espoir. Ça n'a rien du tout à voir avec la forêt primaire que vous voyez à côté, mais on commence déjà. Les animaux vont avoir tendance à aller dans cette forêt, les oiseaux et d'autres rongeurs vont commencer déjà à être plus à l'aise dans ces forêts-là. Et donc ça, c'est juste une autre vue de la forêt avec la partie un petit peu différente. Et là vous voyez les propriétaires qui, eux, n'ont pas fait ça. Donc on voit déjà aussi des différences avec les autres régions. Donc comme je vous ai dit, le défi ici, c'est un équilibre entre le développement durable et la protection de ces forêts. Et on essaye de collaborer avec les gens localement pour qu'ils soient conscients de ça, mais aussi pour les aider. Par exemple, comment est-ce qu'ils peuvent augmenter des rendements sur des superficies un petit peu plus petites. Finalement, on fait beaucoup d'éducation environnementale, notamment avec les enfants. Donc là, on avait une activité où on emmenait les enfants. Donc là, on avait un grimpeur qui venait avec nous et il les emmenait en haut dans la canopée. Et de là, ils avaient une perspective complètement différente de la forêt. La plupart de ces enfants, même s'ils habitent là, ils vont rarement dans la forêt. Ils ont peur de la forêt. Ils ont surtout peur des serpents. On peut penser que c'est un peu cliché, mais c'est vrai. La plus grande phobie que les gens, même les personnes qui vivent dans les forêts, c'est les serpents. Pourquoi? Parce que les serpents, ça peut tuer. Pas tous les serpents tuent, mais il y en a qui tuent. Donc, on a une peur générale, on a une phobie. Il y a beaucoup de mythes autour des serpents. Si tu t'es mort par un serpent, tu es damné pour le reste de ta vie. Enfin, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Et Andrea, elle est spécialiste des serpents. Donc, elle fait aussi des ateliers pour essayer de le reconnaître. Ça, c'est un serpent dangereux, mais ça, c'est un serpent qui n'est pas dangereux. Donc, pas besoin de le tuer. On travaille, comme j'ai dit aussi, avec les autres propriétaires. Donc là, une réunion avec d'autres propriétaires qui ont des fragments de forêt. On leur explique pourquoi c'est important. La plupart du temps, ils comprennent tout de suite. Ils disent oui, moi je le vois. Je vois que parce que moi j'ai gardé ma forêt, l'herbe que j'ai, elle est beaucoup plus verte pendant la saison sèche. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'animaux. Donc ils ont cette connaissance très innée, même s'ils sont un petit peu plus rodés pour tout ce qui est profit et un peu exploitation. Mais on parle beaucoup avec eux pour essayer de travailler main dans la main avec eux. Avec ça, je voulais terminer ma présentation, juste pour donner un peu ce côté
un petit peu plus optimiste. L'idée, en fait, c'est de reproduire ce genre de projet partout dans le monde. Il y a des et je ne dis pas que je suis le seul, il y a des centaines de milliers de héros de la biodiversité qui sont là, qui font ce même type de travail avec les populations locales. Et malheureusement, ce genre de travail devient de plus en plus dangereux. Vous avez sûrement entendu que les défenseurs de l'environnement se font souvent assassiner parce qu'ils se mettent en travers des grandes industries qui veulent faire plein d'argent. Et donc la façon simple, notamment, c'est de les tuer, mais c'est au Brésil, mais c'est partout dans le monde. En Équateur, on a eu le premier assassinat d'un défenseur de la nature d'une communauté indigène en Équateur parce qu'il s'est opposé à un projet pétrolier. Donc ça reste quand même risqué. Et ces gens-là, c'est pour ça que quand je parle de héros de la biodiversité, c'est des vrais héros. Ce n'est pas juste dans le nom. Alors, avec ça, je remercie tous mes collègues. Bien sûr, il n'y a pas que moi qui travaille là-dedans. Tous les gens qui m'ont permis de faire ce genre de travail. Et je vous remercie surtout à vous d'être venus aussi nombreux écouter sur les forêts tropicales humides. Merci. Un, deux, un, deux. Ah oui. Donc merci beaucoup. C'était passionnant. Est-ce qu'on a le temps pour quelques petites questions ? Je vous invite à lever les mains si vous avez des questions à poser. Ouais. Oui, bonsoir. Bravo pour ce que vous faites, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres exemples de reforestation remarquables dans le monde qui nous donneraient un peu d'espoir ? Alors, la solution reforestation, ce n'est pas la solution qu'on favorise. Nous, on veut vraiment protéger les forêts primaires parce que la reforestation, ça prend du temps. Il y a des grands débats sur combien de temps il faut pour qu'une forêt devienne une forêt primaire. On parle de plusieurs centaines d'années. Après, la reforestation, c'est aussi à double tranchant. Il y en a qui disent je pense n'importe quel arbre et j'ai fait une forêt, alors que c'est loin d'être le cas. Les forêts tropicales sont diverses, beaucoup d'espèces différentes. Donc c'est pour ça que quelqu'un comme Anelio, qui a une connaissance, il peut sélectionner une variété de graines et faire pousser tout ça. On ne plante pas juste une essence dans ces endroits. Quand c'est bien fait, oui, ça peut être des exemples. Alors moi, j'en ai pas, à part ce que moi je connais, j'en ai pas d'autres. Je ne travaille pas trop dans la reforestation, c'est toute une science. Quelle essence est-ce qu'on peut mettre ensemble? Quelle est la façon de les agencer? C'est pas ma spécialité. Donc j'ai pas forcément de connaissances sur des projets comme ça. Mais il y en a certainement. Mais c'est pas vraiment là. C'est toujours pareil. Mieux vaut prévenir que guérir à ce moment-là. Et là, on est vraiment dans ce sens-là on guérit, mais ça va prendre beaucoup de temps. La biodiversité, elle diminue. Les services que nous procure la forêt, elle est beaucoup moindre dans des forêts reforestées que dans des forêts primaires ou qui ont rarement été complètement abattues. Quelqu'un d'autre peut-être ? Bonsoir à tous, merci pour votre exposé. Est-ce qu'on insiste aussi sur la préservation des forêts tropicales humides, primaires humides, par rapport à la recherche scientifique, médicale en particulier, vu toute la biodiversité et pouvoir étudier des futurs principes actifs voilà. Ah oui, bon, il y a deux questions dans une là. Tout d'abord, c'est pas antagoniste. On peut conserver, faire de la recherche. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les forêts. On les recherche, bien sûr, avec un impact le moins possible. On ne va pas commencer à couper tous les arbres pour faire des mesures. On va les mesurer in situ. Après, il y a cette question c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé. Un petit peu exprès. Un petit peu parce que ça m'embête un peu, c'est de voir les forêts comme une pharmacie en fait. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de plantes qui sont à la base des médicaments qu'on utilise, notamment la quinine pour tout ce qui est malaria. Et c'est une source importante, c'est vrai. Par contre, c'est pas on peut conserver et les utiliser et les découvrir. Alors
L'autre, peut-être que c'est la base de votre question, c'est que quand on va trouver quelque chose, par exemple le palmier à huile, c'est une espèce de forêt tropicale humide. Du moment où on a trouvé que l'huile de ce palmier-là était bien supérieure à toutes les autres huiles qu'on avait, et ben on a commencé à saccager des forêts rien que pour mettre cette essence-là. Et donc ça peut paraître un peu contradictoire. C'est aussi pour ça que j'essaye pas trop d'en parler. Peut-être que je devrais, hein, une mention au moins, de dire, en fait, oui, parce que j'ai un peu peur que on va trouver, je sais pas, le médicament pour tel ou tel cancer, et bien après, on va peut-être vouloir saccager des forêts en plus pour planter rien que cette espèce-là. Je ne pense pas que les forêts doivent être protégées simplement parce qu'on pense que ça va guérir des maladies que l'homme subit. Peut-être pas ça. Ah oui, oui. Oui. Non, mais il y a quand même des exemples où on va trouver des espèces qui sont utiles et on va déforester. Le palmier à huile, c'est vraiment cet exemple typique. La vanille, c'est à peu près pareil. On va couper des forêts, le cacao, le café, la banane. Tout ça, c'est des choses assez dramatiques. Et donc, après, le lien entre les médicaments, oui, on va continuer. Moi, c'est pas ma spécialité, je travaille pas là-dessus, mais il y a des gens qui vont continuer à chercher des. Pendant le Covid, il y avait à chaque fois que j'allais en forêt, pendant ou juste après, ils disaient moi cette plante-là, elle guérit contre le Covid. Personne ne sait, personne n'est venu. Celui qui va le découvrir va se faire plein d'argent. Il y a quelque chose d'un petit peu malsain autour des médicaments et des forêts que j'aime pas trop. Voilà, c'est plutôt ça aussi. Oui. Non, ça, oui, d'accord, oui, c'est mais c'est cette vision-là, en fait, de. Je vais utiliser les connaissances des populations locales pour trouver un médicament pour faire plein d'argent. Et moi, ça me dérange un petit peu. Je préfère, pas trop en parler, parce que même si c'est important, c'est pas pour ça, pour moi, que c'est important les forêts. Une vue personnelle. Bonjour. Je voulais savoir s'il restait encore des populations autochtones qui sont complètement isolées et que l'on préserve justement pour qu'elles restent isolées. Oui, bien sûr. En Amazonie, principalement au Pérou, il y a de nombreuses populations autochtones. Vous avez peut-être entendu parler récemment de ces populations. Alors, il y a deux types. La plupart du temps, c'est des gens qui sont en isolement volontaire. Donc, de façon très volontaire, ils disent « moi, je veux rien avoir avec la société moderne ». On se met en recul. Donc, en Équateur, par exemple, il y a toute une partie de l'Amazonie qui est réservée à ces deux cultures qui viennent de la culture Wauranis. Et dans les années 50, quand les pétroliers ont commencé à rentrer, il y a une partie de la communauté Waurani qui a décidé de on va accepter ça, et une autre partie, notamment 2 familles qui se sont mis en recul et qui sont partis dans la forêt vivre, et ils sont non contactés, mais non contactés on ne dit pas, c'est isolement volontaire. Il y en a aussi en Asie. Là, j'étais aux Philippines, au nord de Luzon, et là, c'est une forêt, c'est une région qui commence juste à être ouverte. Bon, ces gens étaient déjà assez en contact, mais c'est une région qui commence à être un petit peu plus en contact, les populations autochtones. Mais ceux que moi je connais, c'est en Amazonie. Moi, je suis allé dans cette région d'Équateur où c'est réservé pour les communautés en isolement volontaire. On a dû avoir une formation parce que pour savoir qu'est-ce qui se passe si on voyait des signes ou si on les rencontrait. C'est très dangereux parce que nous, on porte des maladies qu'eux, ils n'ont pas. Et donc, ça peut créer beaucoup de problèmes. Et à l'inverse, eux, ils ne veulent pas nous voir. Donc, il y a des instances où des populations en isolement volontaire ont agressé les intrus, on va dire. Donc, voilà, c'est une petite tension. Mais ça oui, ça existe. C'est assez fascinant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop rentrer en contact avec eux parce qu'il y a ce problème de la... Mais je pense qu'ils auraient beaucoup de choses assez incroyables. Mais malheureusement, quand on rentre en contact avec eux, ça se passe toujours mal. Donc c'est eux qui vont souffrir. Il y a des histoires où il y a des gens, ils représentent... Il n'y a que deux personnes qui vont représenter toute une communauté qui, il y a plusieurs années, était très, très abondante. Il y avait une grande communauté. Et avec les maladies, avec les décès, avec les immigrations, maintenant, il n'y en a plus que 2 qui représentent toute cette communauté-là. Moi, j'ai jamais pu les contacter.
Je ne cherche pas à faire ça non plus. Vous nous avez présenté une carte des conséquences de la déforestation à un moment donné, là, une carte sur fond blanc. Il y avait les sécheresses dans certains pays et il y avait des gouttes d'eau. Là. Oui, ça représentait les inondations. Oui. C'est quoi le phénomène de l'inondation? C'est un report de masse d'eau qui va dans d'autres pays? Il va juste pleuvoir beaucoup plus que d'habitude. Ailleurs. On en souffre à Montpellier oui, cette année, des inondations de partout. On le voit, soit c'est la sécheresse avec des feux de forêt interminables, ça se passe en Australie en ce moment, soit c'est des inondations excessives, des rivières qui débordent, destruction des cultures. C'est de l'eau qui ne va pas dans les forêts qui vient là? C'est un dérèglement climatique en fait. Oui, donc faut pas le voir comme en fait les forêts vont jouer un rôle de stabilisateur. Et quand on enlève ça, avec toutes les autres choses, avec le réchauffement climatique en général, ça va créer des mouvements au niveau du climat qui vont mener à ces excès. Là, par exemple, typiquement, en ce moment, je vois toujours sur les réseaux des gens qui disent « on nous parle de changement climatique, il fait plus chaud ». Pourtant, il y a eu un épisode d'extrême froid et de neige incroyable qui s'était jamais produit pendant les 40 dernières années. Et pourquoi est-ce qu'on nous parle de réchauffement climatique? Alors c'est complètement aberrant, mais en fait ce qui se passe c'est des extrêmes. Donc là le climat il est stabilisé, et quand on enlève les forêts parce qu'ils absorbent ce carbone et parce qu'ils vont jouer un rôle tellement important dans la circulation du carbone, ça va commencer à se déstabiliser, on aura ces extrêmes, des inondations, des sécheresses, des températures extrêmes. J'ai une question. Donc sur un de vos slides, vous avez présenté, en fait, vous nous avez expliqué qu'en 258 ou 260 millions... Oui, il y a 252 millions d'années. Voilà, donc la végétation et toutes les espèces vivantes avaient quasiment disparu par un excès de CO2. Mais en fait, qu'est-ce qui a produit cet excès de CO2 ? Bon, ça, c'est des changements climatiques qui l'ont fait. Je sais plus pourquoi il y a eu ça. À un moment, quelque chose qui, je sais plus. Ça, je pourrais pas vous le dire. Le but de cette histoire-là, c'était que pendant 5 millions d'années, il y a presque rien eu sur Terre, et que c'est seulement quand les forêts sont réapparues, ont commencé à réapparaître, que la vie est revenue aussi. Donc il y avait un peu ce gap en fait de 5 millions d'années où tout était... Mais pourquoi il y a eu une augmentation du CO2, je me souviens pas en ce moment de pourquoi. Mais c'est arrivé plusieurs fois, des pics de CO2 qui ont mené à une éradication de la vie presque totale. À part les météorites. Oui ? Voilà, je pense que vous mettez le doigt sur des questionnements extrêmement importants sur notre façon de fonctionner. Parce que pourquoi est-ce que personne... je ne sais pas si personne parle de ça, mais la surconsommation, la surproduction, moi il me semble que c'est des thématiques moi de façon assez simple, c'est juste le capitalisme qui le veut, quoi. On va produire beaucoup, vendre beaucoup, et tout le reste c'est pas grave, quoi. Oui, mais je pense qu'on est tous, la plupart des gens, on est coupables de ça, en fait. Ouais. Je suis pas économiste, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de répondre à cette question sur le fond. Et pourquoi on n'en parle pas, c'est compliqué. Mais c'est vrai, moi j'ai juste une anecdote, là j'ai été opéré du pied, on m'a fait j'ai eu des béquilles, et je voulais les ramener pour qu'on soit réutilisés, j'ai utilisé 2 jours. Et non, vous les jetez. Jeter à la poubelle. Alors je dis, mais attendez, c'est fou ça. Qu'est-ce que je fais avec mes béquilles? Personne ne veut la pharmacie, l'hôpital. Personne ne voulait les reprendre parce que, comme vous dites, on les surproduit. Probablement parce qu'il y a des histoires d'hygiène peut-être. Moi je veux des béquilles neuves. J'en sais rien, je sais pas. Moi j'essaie de comprendre. Mais ça rejoint ce que vous dites. C'est pas directement lié à la forêt, mais... Une autre question? Je vais prendre la question juste là. Bonsoir.
Je me posais la question, comment vous faites en tant que chercheur pour vous faire accepter dans des pays locaux comme ça, en tant que chercheur français, pour étudier la faune ou les plantes? Oui, bonne question. Surtout maintenant avec ce qu'on appelle le néocolonialisme, la science hélicoptère, où on arrive, on sort nos données, puis on rentre dans notre pays. Moi, je travaille dans un institut qui s'appelle l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui a une longue histoire de travailler avec les pays du Sud. Quand moi je pars par exemple en expatriation, quand je pars dans ces pays, je collabore toujours avec des contreparties locales, donc je ne vais jamais là tout seul. Quand j'ai des étudiants, la plupart du temps c'est des étudiants qui viennent de ces pays-là. Donc ça c'est une première façon, et quand on va sur le terrain, on est toujours accompagné de nos collègues, soit des étudiants du pays, soit des chercheurs du pays. Donc on n'est jamais juste nous, l'Européen blanc qui arrive et qui dit je vais travailler. Donc c'est un long processus qui prend du temps. Il y a beaucoup d'autres pays qui ne travaillent pas du tout comme ça, qui eux c'est juste moi j'ai besoin de mes résultats donc je vais y aller. Nous à l'IRD en tout cas on travaille toujours avec les partenaires locaux, et la relation qu'on peut avoir par exemple avec Anelio, voilà, c'est quelque chose qui se fait je l'ai rencontré une fois. On a parlé, on a sympathisé. Après, j'ai perdu son numéro de téléphone, donc je suis retourné dans la région. Je me suis baladé, je l'ai retrouvé. On a resympathisé, on a échangé nos téléphones correctement cette fois-là. Et depuis, je suis toujours en contact par WhatsApp. Voilà, on est toujours en contact. Et l'ONG locale, c'est elle qui est vraiment sur le terrain. Eux, ils sont là tout le temps, ils travaillent avec Anelio. Donc voilà, c'est un processus assez long, mais qui se fait toujours au travers des partenaires locaux. Une petite dernière question peut-être, si quelqu'un a. Oui, alors Anelio, il a une production de lait, donc il a des vaches, il a un terrain qui est déforesté, une partie de son terrain est déforesté où il a des vaches, donc il vit en autonomie par rapport à ça. Il a aussi des économies de quand il travaillait en Amazonie pour l'université Católica justement. Après, nous, dès qu'on a des projets, on va toujours faire un budget pour son salaire, c'est important pour lui. Donc dès qu'on peut, on participe à son salaire et on l'encourage. Mais normalement, en tout cas, jusqu'à ce que tout ce projet commence à bien démarrer avec les différents ONG que j'ai mentionnés, il vivait en autonomie, oui. Mais de façon très modeste. Eh ben, on va s'arrêter là, je pense. Merci beaucoup à tout le monde. Merci encore Thomas Couvreur. Merci. Pour ceux qui le veulent, la prochaine conférence, ce sera le 11 mars. Ce sera sur la dégradation du permafrost et les conséquences qu'il y a en montagne. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la Fondation Evertea pour les inscriptions pour le mois prochain. Merci beaucoup.